Bonjour à tous. Nous sommes le lundi 13 avril 2020 et le 13 avril 2020 en France, c'est à peu près un mois après le début du confinement national pour cause d'épidémie de Covid-19. Alors, c'est une situation un petit peu inhabituelle, donc à situation inhabituelle, sujet inhabituel, on ne va pas parler de physique aujourd'hui, on va parler plutôt d'analyse de données, de manière très sommaire, je vous rassure, et a priori assez simple. Lorsque l'on est chercheur, on est habitué à examiner des forêts de données diverses qu'il s'agit de mettre en forme, de structurer pour essayer d'en tirer des informations compréhensibles et donc d'en déduire des lois ou des caractérisations de certains événements. La physique est une science expérimentale et dans le cas d'une pandémie comme celle qui nous frappe actuellement, on est abreuvé au quotidien de données et de chiffres. Et ces données et ces chiffres sur le nombre de cas, le nombre hélas de décès, le nombre de gens qui sortent de l'hôpital en bonne santé, ces données et ces chiffres sont très difficiles à lire, à interpréter, autrement que comme une avalanche d'informations obscures et parfois anxiogènes. En tant que chercheur, comme c'est un peu notre lot quotidien d'essayer de faire du sens sur la base de données qui sont difficiles à interpréter, on a la tentation de noter les informations quantitatives qu'on obtient et d'essayer de regarder quelle serait une bonne manière, ou en tout cas une manière utile, de les représenter pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Pour à peu près tout le monde, ça peut être un exercice vraiment intéressant parce que c'est un exercice qui permet en quelque sorte de structurer le chaos d'informations qui nous entoure. Et évidemment, les plus paranoïaques parmi nous y trouveront un bon moyen de vérifier que ce qu'on leur raconte à la télévision n'est pas une construction de l'imagination. Alors, dans cette vidéo, je ne vais absolument pas parler de modélisation épidémiologique, d'abord parce que c'est un domaine sur lequel je n'ai strictement aucune compétence, et ensuite parce que ça serait l'objet d'une vidéo dédiée, très mateuse, tout à fait intéressante, mais qui n'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. Non, ce dont je vais parler, c'est simplement l'analyse de données qui sont disponibles à tout le monde, sans compétences prérequises, c'est-à-dire les données collectives globales publiées par l'Organisation mondiale de la santé à propos du développement de l'épidémie. Alors bien sûr, je vais me focaliser sur les données concernant la France. Évidemment, tout ce qu'on va dire ici concernant la France est transposable à n'importe quel autre pays ou région si vous avez envie de refaire le même exercice avec les données qui vous concernent plus directement. Et ce que je vais faire ici, c'est simplement exploiter ces données pour les mettre en forme d'une manière qui, a priori, leur donnera un sens plus facile à lire, plus facile à comprendre. Et en particulier, c'est un spoiler pour utiliser un anglicisme sur la fin de la vidéo, en particulier pour démontrer que, après maintenant presque un mois de confinement, eh bien, on commence à voir de manière spectaculaire les résultats et l'efficacité de ces méthodes de distanciation sociale. Dans des phases où on commence à parler prématurément de déconfinement, où le soleil et la chaleur du printemps amènent beaucoup de gens à relâcher un peu la rigueur de leur isolement, eh bien j'imagine que si cette vidéo parvient à vous convaincre de l'efficacité impressionnante des mesures et de la nécessité de les poursuivre, je n'aurai probablement pas totalement perdu mon temps, et on aura fait de la science. Et de la science expérimentale, après tout c'est bien l'objet de cette chaîne YouTube. Prenons des données très simples, qui sont les données les plus grossières possibles, l'ensemble des cas recensés en France depuis le début de l'épidémie. Alors le premier élément, c'est la représentation des données épidémiologiques. On entend tout le temps parler de croissance exponentielle. Pourquoi est-ce qu'on parle de loi exponentielle lorsqu'on parle de croissance épidémiologique, au moins dans les premiers temps de l'épidémie, quand peu de gens en proportion sont contaminés? Eh bien, c'est simplement parce que les exponentielles représentent les lois où on a des multiplications successives de cas. Je m'explique. Pour prendre un exemple grossier, je suis atteint d'une maladie contagieuse. Si je contamine 2 personnes, eh bien, chacune de ces personnes qui va retourner dans sa famille, dans son environnement, va à son tour contaminer 2 personnes. Donc 2 fois 2 égale 4. Nous aurons donc 4 malades, plus les 2 premiers, plus moi. Et à chaque rang de contamination, chaque malade contaminant 2 personnes, eh bien on voit que la liste, la série des nouveaux malades, jour par jour, c'est une série qui grandit comme une puissance de 2, 2, 4, 8, 16, 32, 64, etc. Donc ça grandit évidemment très très vite, et si on trace une loi de ce type,
Eh bien, on a tout simplement, en prenant le temps sur un axe et le nombre de cas sur l'autre axe, on a tout simplement une courbe qui part, alors, pas de 0, hein, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui démarre, donc qui part de 1, et ensuite qui grandit avec une pente initiale de plus en plus, et plus le temps avance, plus le nombre de cas grandit. Alors, c'est une description un peu naïve de la dynamique d'une épidémie. On suppose qu'il y a très peu de gens contaminés, donc chaque personne peut en contaminer 2, qui elle-même en contamine 2. Le chiffre 2 est sorti d'un chapeau. Hein. Je crois que le coefficient pour le Covid-19, avant les mesures de confinement, était entre 2,2 et 2,3. Donc c'est encore plus rapide que ça. Mais la valeur du coefficient n'a pas d'importance pour comprendre la logique de l'exemple. Ce qu'on peut voir évidemment, c'est que eh bien, plus le coefficient va être grand, plus la diffusion de l'épidémie va être rapide. Et l'idée, donc, avec toute mesure de confinement ou de distanciation sociale, c'est de diminuer ce coefficient, de faire en sorte qu'une personne n'en contamine pas systématiquement 2,3, mais en contamine le moins possible. Évidemment, si vous arrivez à faire qu'une personne statistiquement contamine moins d'une personne, eh bien alors là, vous êtes rentré dans la décroissance de l'épidémie et vous avez gagné. Mais on peut être en train de gagner sans pour autant s'en rendre compte. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord parce que, on l'a vu, plus il y a de cas contaminés, plus les contaminés du lendemain sont nombreux, donc les chiffres font de plus en plus peur, en quelque sorte. Et d'autre part, sur des lois qui grandissent comme ça de manière gigantesque, au bout d'un moment, si vous les tracez, tout ce que vous voyez, c'est des courbes qui grimpent à toute allure. Il n'y a rien qui va ressembler plus qu'une courbe à une autre. Alors on peut comparer, tiens, elle grandit un peu moins vite que telle autre, mais c'est évidemment très difficile de savoir si les mesures qu'on a prises ont le moindre intérêt. Alors quel rapport est-ce que ce type de croissance, où chaque personne en contamine n, qui elle-même en contamine n, etc., quel rapport donc entre cette dynamique de croissance et une exponentielle? Eh bien, ce qui définit une exponentielle, c'est le fait que le taux de croissance est proportionnel à la valeur. Alors, je m'explique. Si vous imaginez que, par exemple, vous êtes à 2 cas au deuxième jour, hein, au hasard, et que vous attendez un jour de plus, donc 1, 2, 3, et bien au troisième jour, dans une loi exponentielle, vous serez à 4, si on suppose que le coefficient de contamination est 2. Maintenant, vous avez 4 patients qui contaminent chacun 2 patients, toujours. Donc, la vitesse de contamination, prenant une autre couleur, c'est 4 fois 2, et non plus 2 fois 2. Donc, à chaque fois, on a la vitesse d'évolution du phénomène qui est proportionnelle au niveau d'évolution du phénomène. Et ça caractérise une loi exponentielle. Mathématiquement, ça va s'écrire. Dérivée dans le temps de la fonction qui m'intéresse, c'est égal à un coefficient multiplié par la valeur de la fonction. Ça nous donne une équation différentielle, je ne vais pas plus loin dans ce vilain mot, mais ça nous dit que la fonction qui m'intéresse, ça va être un coefficient que je ne connais pas, qui va dépendre des données expérimentales, hein, et une exponentielle, l'exponentielle de alpha t, où alpha, c'est mon fameux coefficient multiplicateur. Ça nous donne une exponentielle, donc ça explique tout à fait pourquoi les courbes qu'on obtient sont des courbes exponentielles, au moins au démarrage de la contamination, lorsque pas beaucoup de gens sont contaminés. À cause de la vitesse de croissance de ces lois exponentielles, comme je le disais, pas grand chose à faire au niveau graphique pour les représenter intelligemment sur des diagrammes simples comme ceci. Par contre, il y a un truc tout simple, c'est, puisqu'on a quelque chose qui peut être petit au début et qui accélère pour devenir gigantesque par la suite, eh bien si on veut quand même continuer à voir la forme de la courbe au début en même temps que la forme de la courbe à la fin, ça peut être intéressant d'amplifier les valeurs basses. Donc on fait un zoom d'autant plus grand qu'on est dans les petites valeurs, et d'autant plus petit qu'on est dans les grandes valeurs. Ben, il y a une fonction parfaite pour faire ça, c'est le logarithme, et le logarithme, ça n'est rien d'autre que l'inverse de l'exponentielle. Si vous avez y qui est égal à exponentielle de x, eh bien log de y est égal à x. Donc, si on applique ce qu'on vient de noter à notre fameuse fonction, je vais prendre logarithme de ma fonction f de t, et ma fonction f de t, c'est donc exponentielle t, j'ai enlevé les coefficients pour que ce soit plus simple, mais ça ne change pas grand-chose, et
Ça veut dire quoi? Le logarithme de l'exponentielle t, ça veut dire t. Ouais, ça veut dire que si je trace, cette fois-ci, non pas le nombre de k, ma fonction f, en fonction du temps, mais le logarithme du nombre de k, le logarithme de f en fonction du temps, c'est une droite. Alors là, c'est vraiment intéressant parce qu'on est parti d'une courbe qui grimpe, qui accélère, où on voit plus du tout ce qui s'est passé au début, et là, on se retrouve avec une courbe droite, ce qui est à peu près la courbe la plus facile à interpréter après la courbe droite horizontale. Et donc, au lieu de tracer le nombre de k en fonction du temps dans des échelles classiques, cartésiennes, on va tracer le logarithme du nombre de k, mais on va quand même graduer sur l'axe vertical les chiffres du nombre de k pour qu'on y comprenne quelque chose. J'ai construit ici un graphique qui montre exactement ça sur la base des données fournies par l'OMS pour la France. J'ai commencé mon graphique au premier jour de l'épidémie pour la France, c'est-à-dire la première détection d'un patient en France atteint du Covid-19. Alors, première bonne nouvelle, alors qu'on ne pouvait pas le savoir en regardant le graphique du nombre de cas en fonction du temps, eh bien, sur ce nombre de cas en fonction du temps tracé dans un graphique semi-logarithmique, on voit quelque chose qui est convexe, donc c'est une loi qui grandit moins vite qu'une exponentielle. C'est déjà bon à prendre. Ça n'est pas l'effet d'une contamination massive, hein, la fameuse immunité de Poupeau, on n'y est pas encore, mais ça veut dire déjà que les précautions d'usage général font que c'est un petit peu meilleur qu'une courbe exponentielle. Bonne nouvelle. Sur ce graphique, j'ai identifié par un point rouge le jour du début du confinement, à nouveau pour la France. On est à presque 4 semaines de confinement, donc le 13 avril. La question qui se pose, c'est est-ce que ça a servi à quelque chose? Et là, il y a quelque chose qui semble apparaître. Alors, c'est pas très flagrant vu d'ici. Si on fait un zoom sur uniquement cette partie-là, on va voir quelque chose de plus visible. On a quand même l'impression de voir deux régimes différents. Un premier régime jusqu'au 15e jour, qui suit une droite de pente assez forte, et un deuxième régime qui suit une droite de pente réduite. Le point de transition entre le premier et le second régime, vous le voyez, ça c'est intéressant parce qu'il est exactement à 15 jours post-confinement. Ça corrobore assez ce qu'on nous dit de cette épidémie, c'est-à-dire que les gens, statistiquement, entre le moment où ils sont contaminés, le moment où ils développent des symptômes et le moment où ces symptômes sont suffisamment graves pour qu'ils se retrouvent à l'hôpital et soient testés, eh bien ce délai, les médecins nous répètent depuis le début de l'épidémie qu'il est d'environ 2 semaines. Tiens, observation intéressante, sans avoir forcé ce chiffre dans nos données, on s'aperçoit qu'il apparaît naturellement, c'est-à-dire que le basculement de régime entre les cas qui évoluent au début du confinement, donc contaminés avant, et les cas qui commencent à être contaminés après le début du confinement, eh bien on voit que la vitesse de croissance est différente. Alors c'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que le confinement sert à quelque chose. On a expliqué à loisir que l'objectif était d'étaler le pic ou le plateau de manière à éviter l'engorgement des systèmes de santé. Donc au minimum, on peut déjà dire sur un graphique comme ceci que ça marche. On est en train de ralentir le développement de l'épidémie. On ne peut pas dire pour le moment si on a réussi à sortir d'une croissance exponentielle, mais c'est une croissance exponentielle plus lente, et donc ça sert à quelque chose. On pourrait se dire, oui, on a un peu changé la pente, hein, mais c'est pas fracassant, ça continue à grimper, que se passe-t-il? Eh bien là, il va falloir reprendre une formule que nous avons observée tout à l'heure et qui caractérise les lois exponentielles. Et cette formule va nous suggérer un mode de représentation des données qui va être très parlant et très important dans l'analyse de l'efficacité des mesures prises. Cette formule, c'est celle-ci. df sur dt égale alpha f. Donc la vitesse de croissance est égale à un coefficient multiplié par le nombre de cas. Alors comment est-ce qu'on peut observer cette propriété dans ces données? Où est-ce que c'est caché? Eh bien, il y a une façon simple, si vous regardez, c'est justement de tracer ces deux termes, l'un en fonction de l'autre. Pourquoi? Je vais tracer le nombre de nouveaux cas en fonction du nombre de cas. Et si vraiment j'ai une loi exponentielle, ce graphique, ça doit être quoi? Eh bien, vous voyez que le nombre de nouveaux cas par jour doit être proportionnel au nombre total de cas, si on a effectivement une croissance exponentielle. Dans n'importe quel type de diagramme, quelle que soit la représentation, si cette loi est respectée, eh bien le nombre de nouveaux cas en fonction du nombre de cas, ça doit vous donner une jolie droite dont la pente sera alpha. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai repris toutes les données qu'on vient d'examiner. Chaque jour, on fait la différence entre les cas d'aujourd'hui et les cas d'hier, et on trace ça en fonction du nombre de cas.
et on obtient cette courbe bleue. On voit que cette courbe bleue, elle est évidemment extrêmement bruitée. Comptabiliser les nouveaux cas, il y a beaucoup d'aléatoires là-dedans, mais en moyenne, on finit par mesurer ce qu'il faut, parfois avec un peu de retard. Donc il n'est pas étonnant que, au jour le jour, cette courbe soit très bruitée. Au lieu de regarder combien de cas par jour, on va plutôt regarder combien de cas on a eu dans un délai plus large, en fonction du nombre de cas. Tout le monde ne met pas 24 heures à contaminer les gens de son environnement. Donc, traçons la courbe rouge, et cette courbe rouge, là, cette fois-ci, elle commence à devenir intéressante, c'est le nombre de nouveaux cas sur les 3 derniers jours en fonction du nombre de cas. Et ce qui est frappant, c'est qu'on a une courbe qui ressemble très fortement à une droite. Depuis le début, c'est-à-dire une vingtaine ou une trentaine de cas, jusqu'à dépasser plus de 10 000 cas. Alors ça, c'est pour le coup vraiment une assez jolie identification de comportement exponentiel dans une loi. Et on va pousser le raisonnement un petit peu plus loin. On va étendre aussi la mesure cumulée des nouveaux cas à une semaine pleine, 7 jours. Et dans ce cas-là, on obtient la courbe jaune ici. Si j'ajoute une ligne de tendance ici, vous voyez qu'on n'est vraiment pas loin d'une droite. On a vraiment une représentation très efficace des données, puisque sur le même graphique, on peut comprendre la dynamique entre les 20 premiers cas et les 50 ou 60 000 cas qu'on a pu mesurer il y a quelques jours. Ce type de représentation, on l'utilise beaucoup en physique, justement pour l'analyse des systèmes dynamiques. C'est ce qu'on appelle une représentation de phase, ou un diagramme de phase. Dans ce type de représentation de phase, on arrive à identifier des informations qui seraient beaucoup plus compliquées à détecter au niveau d'une représentation simplement temporelle. Alors, j'ai un peu triché là sur ce graphique, parce que ce graphique ne va pas encore jusqu'au bout. Je me suis arrêté à 20 ou 30 000 cas. Or, on est bien au-delà de ça, puisque à l'heure du 13 avril, nous sommes en train de dépasser les 100 000 cas. J'attire votre attention sur les points verts ici que j'ai introduits, qui sont à nouveau le marquage du début du confinement. Et ce que vous voyez très clairement, c'est qu'entre avant le confinement et après le confinement, au moins, si on ne dépasse pas 20 ou 30 000 cas, eh bien, il n'y a aucun changement. Alors, ça pourrait être inquiétant, on se dit, le confinement n'a rien fait. Non, ça dépend de ce qui va se passer ensuite, c'est-à-dire que lorsqu'on arrive à 30 000 cas, on n'a pas encore laissé passer assez de temps pour commencer à voir l'effet des gens qui ont été contaminés après le confinement. Donc pour le moment, on est toujours dans cette période de temps où on est sur des gens qui ont été contaminés avant le confinement, donc c'est logique que changer les conditions de contamination ne change pas la manière dont le nombre de gens malades évolue. Mais si maintenant, et c'est le point le plus important de cette vidéo, j'étends cet éventail de données jusqu'au cas mesuré aujourd'hui, donc dans les 5 ou 6 derniers jours, voilà ce qui se passe. Et là, on voit quelque chose d'absolument spectaculaire. Sur la courbe bleue quotidienne, à nouveau le bruit noie un peu le signal, mais on commence à le voir très bien sur la courbe rouge, et c'est pour le coup totalement flagrant sur la courbe jaune, qui sont les cas recensés sur la semaine précédente. Eh bien vous voyez que, de manière très brutale cette fois-ci, et à partir du 15e jour exactement après le début du confinement, la pente qui relie la vitesse de croissance du processus qu'on étudie à la valeur de ce processus à un instant donné, s'inverse complètement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce qu'on voit ici, c'est directement l'effet mesurable, et j'insiste, spectaculaire, de l'efficacité des mesures de confinement et des gestes barrières. Nous étions dans un régime, à nouveau, où chaque personne, potentiellement, en contaminait 2,3 autres, ou plus ou moins, selon les chiffres que l'on saura a posteriori, ce qui nous permettait d'obtenir cette loi de croissance très joliment exponentielle, et d'un coup, nous rentrons dans un régime qui n'a plus rien à voir avec une exponentielle. Le nombre de nouveaux cas, en proportion du nombre total de cas, n'est plus en train d'augmenter, comme ce serait le cas pour une exponentielle, il est en train de diminuer. Et ça veut dire que le confinement marche. Alors notez bien, ça ne veut pas dire que le nombre de patients va diminuer, pas du tout. Il y a déjà ce retard de 15 jours, et puis, puisqu'il y a de plus en plus de patients, ces patients vont contaminer beaucoup de gens, plus de gens que quand ils étaient 20 ou 30, mais le nombre que chaque patient contamine est en train de diminuer fortement. Et c'est cela qui nous dit que les mesures fonctionnent. On a inversé la tendance. Alors il y a deux morales à tirer de cette analyse. La première, on l'a vu, c'est que l'analyse expérimentale, ça consiste en un savant mélange de compréhension physique ou, en l'occurrence épidémiologique, sous-jacente des processus qui sont à l'œuvre, et d'une compréhension des propriétés mathématiques fondamentales
de ces représentations qui permet d'identifier les bons descripteurs, qui permet d'identifier quelles vont être les courbes à tracer pour comprendre quelque chose à ce qui est en train de se passer. Et sur cet exemple, ça a été flagrant, à partir de représentations temporelles qui ne disent à peu près rien si ce n'est que c'est grave, on a réussi, par étapes, à structurer les données de manière à répondre à une question très précise qui est l'utilité et la pertinence des mesures de confinement social auxquelles nous sommes astreints depuis maintenant bientôt 4 semaines. C'est évidemment une leçon qu'il faut garder à l'esprit parce qu'elle s'applique à toutes les sciences expérimentales. On aurait pu avoir la même démarche pour une mesure expérimentale d'une expérience de physique. La deuxième morale, plus locale, plus immédiate, eh bien c'est que vous voyez ces courbes qui décrivaient une évolution exponentielle permanente, précise, et qui d'un coup changent complètement de régime à la manière de ce qu'on appellerait une transition de phase, pour reprendre un vocabulaire de physicien, eh bien ces courbes, elles nous disent clairement que le confinement et les mesures barrières marchent. Elles marchent très bien. Avec 15 jours de décalage, avec un décalage sur notre capacité à l'évaluer, parce qu'évidemment, on voit que la courbe la plus lisible, c'est celle du cumul des nouveaux cas sur une semaine, donc on a une semaine de plus de retard, mais maintenant que nous avons presque 4 semaines de recul, on peut démontrer objectivement, avec des données entièrement publiques et internationales, l'efficacité de ces mesures. Et le fait que, oui, nous sommes déjà rentrés dans une phase de décroissance, non pas du nombre de cas, qui vont continuer à grandir, mais de la dynamique de l'épidémie. Et donc le seul conseil que nous donne, que nous crient, si j'ose dire, ces données, c'est continuer. Oui, il faut continuer d'appliquer ces mesures, malgré la difficulté financière pour la plupart des gens, malgré la difficulté psychologique aussi. Cette injonction, vous voyez que vous pouvez vous-même l'évaluer à partir de ces données publiques, et vous pouvez vous-même observer qu'elle est pertinente, et vous convaincre que c'est la bonne façon d'agir dans l'état actuel des choses. J'espère que ce petit détour en dehors du champ de la physique vous aura intéressé. J'espère que vous y aurez gardé à l'esprit que finalement, ce qu'on a fait, c'est de l'analyse de données expérimentales et que c'est en soi pas très différent que ces données viennent de l'épidémiologie ou d'une expérience scientifique de physique en laboratoire. Et j'espère aussi que je vous aurai convaincu de deux choses. D'une part, c'est que la méthode scientifique, ça marche. Et d'autre part, que lorsque des experts vous disent qu'il faut continuer et que ça marche et que ça a un sens de rester confiné, eh bien, vous pouvez non seulement les croire, mais vous avez en plus, au prix d'un minimum d'astuces, la capacité de confirmer ce qu'ils disent et de vous en convaincre très directement. Je vous dis donc à très bientôt. J'espère que le confinement n'est pas trop contraignant pour vous, ni psychologiquement, ni financièrement. C'est une bonne période pour apprendre des choses, pour écouter, pour interagir à distance et partager des idées. Si cette vidéo a pu réussir à vous rassurer sur la pertinence de continuer à subir ces désagréments ou ces problèmes bien réels pour ceux qui sont en difficulté financière, eh bien, si cette vidéo a pu faire ça, je m'autorise pour une fois à vous demander de la distribuer. Il ne s'agit pas de montrer ma binette, ce qui n'a aucun intérêt, mais je pense que les gens n'appliquent bien que les protocoles auxquels ils adhèrent et auxquels ils adhèrent avec conviction. Donc tout ce qui peut permettre d'augmenter leur conviction sur le fait qu'ils font la bonne chose en restant chez eux et en appliquant des mesures barrières très rigoureuses, tout ce qui peut les convaincre de ça, c'est une façon d'aider les soignants et c'est une façon d'aider les personnes les plus fragiles dans notre société. Je vous remercie 1000 fois de votre patience et je vous dis à très bientôt pour un retour vers des choses sans doute plus amusantes, moins tragiques, mais tout aussi intéressantes. Au revoir. Portez-vous bien.